Nous avons terminé notre série consacrée à la culture avec Irina Moons, une jeune femme talentueuse qui fait bouger les lignes du design à Luxembourg, qui s'exporte, qui est déjà maman, attend son deuxième enfant et pour autant continue ses projets soutenus par son compagnon qui s'investit pour que chacun d'entre eux puisse avoir son espace d'expression professionnelle de création. Voilà qui nous a donné envie de tendre notre micro à d'autres femmes qui ont des choses à dire, des expériences à partager et des idées toutes faites à bousculer. Ouais, nous sommes des femmes toutes les deux et ça nous a semblé d'autant plus naturel que dans nos situations respectives qui sont différentes, Très différentes. Nous rencontrons, tu es d'accord avec moi Camille, des freins, des limites, des inquiétudes, des questionnements qui finalement se recoupent. Ça c'est sûr. Alors la question de la place de la femme est intrigante. Pourquoi est-ce qu'on se la pose? Est-ce qu'on se la pose de la même manière pour les hommes ou les poissons? Ben, pas vraiment. Pour les poissons, dis donc. Les tigres, les chats, les koalas. Drôle de sujet qui nous picote au quotidien et comme d'habitude, nous avons eu envie de vous donner envie. À vous, chers auditeurs, chers acamiens, pourrais-je dire. Et de déplacer votre regard, de prendre un petit peu de hauteur ou de recul, selon si vous êtes ou non sujet au vertige. En tous les cas, de vous donner des pistes pour nourrir votre réflexion autrement. Ben oui. Et pour ouvrir ce bal un peu particulier, nous avons demandé à Nadège Ravo, qui est formatrice en entreprise, coach professionnel, sophrologue et gérante de Socolibri, une structure qui contribue au bien-être et au développement des personnes et des organisations, de nous parler de son expérience, de ce qu'elle observe concrètement dans ses accompagnements. Elle en a des têtes casquettes, cette Nadège. Sa tête doit être lourde. Mais bien faite et bien remplie aussi. Ah oui, ce petit bout de femme aux apparences discrètes dissimule une sacrée dose d'humour et un cœur gros comme ça. C'est une coach engagée, fermement convaincue que la considération humaine et particulièrement à l'égard des femmes est essentielle à toute organisation et même un prérequis obligatoire pour que les équipes fonctionnent bien. Oui, ce qui paraît évident, mais en réalité, au quotidien, dans les faits, dans les entreprises et ailleurs d'ailleurs, c'est malheureusement pas toujours la norme. Tiens, parmi ces offres, on peut peut-être signaler Level Up. Level Up Your Team. Ah pardon, Level Up Your Team, qu'elle a co-créé avec Sophie Ledorner, qui a été notre première interviewée à CAM. C'est vrai. C'est un programme qui comprend, entre autres, de la facilitation collective. Et qui dit facilitation collective, dit se mettre ensemble pour avancer, et ça, nous, on aime. Et puis, c'est extra de voir ces duos de femmes... Tiens, on dirait pas un peu nous? Ben si. Les copieuses. Exactement. Mais c'est génial de se dire que dans la CAM, on interviewe aussi des gens qui ont les mêmes énergies, et puis qu'ensemble, les femmes ont fait vraiment avancer les choses plus vite. Et cette notion de sororité devient alors puissante. Parce qu'être femme, quand même, c'est être doté d'un pouvoir créateur immense. Alors, à deux, ça déchire, comme dirait Jen Sincero. C'est l'auteure, conférencière et coach américaine dont tu m'as prêté le livre. D'ailleurs, il faudra qu'un jour, on fasse un épisode sur toutes nos ressources. Puis que tu me rendes mon livre à l'occasion. Oui, mais j'ai encore des choses à relire dedans. Mettre des post-it. Exactement, comme dans celui que je t'ai prêté, qui est toujours dans ta bibliothèque. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, que nous dit Nadège de cette femme? Cette femme qui semble à la fois perdue, chosifiée, glorifiée, méprisée? Il va être question, vous l'aurez compris, d'injonction, de culpabilité, de justesse, d'envie et de plaisir à faire ce que l'on aime, bien sûr. Simplement, sans vouloir ressembler à quiconque et être, en quelque sorte, une icône ou tout réussir. Être soi, en fait. Allez, viens, on écoute. Let's go! Bonjour Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Camille, bonjour Anne-Claire. Alors, qui es-tu? Est-ce que tu peux un petit peu nous te présenter, nous dire un petit peu plus de choses sur toi? Oui, avec plaisir. Alors, dans ma vie professionnelle, je suis formatrice en entreprise, coach professionnel et sophrologue. Et sinon, je suis auvergnate d'origine. Je vis à Luxembourg depuis 17 ans et je suis maman de 2 enfants. Super. Beau parcours. L'Auvergne qui rencontre les mondes luxembourgeois. Ton activité, on parle de coaching, c'est assez vaste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? De quoi est-ce qu'il s'agit précisément? Oui, alors dans mon activité, j'ai effectivement différentes casquettes. Le coaching, c'est l'une d'entre elles. Donc, qu'est-ce que le coaching? Le coaching, c'est un accompagnement d'une personne ou d'une équipe, un groupe de personnes, vers un objectif particulier.
Donc, le coach va accompagner cette personne pour atteindre le changement qu'elle souhaite ou le résultat qu'elle souhaite. Et pour ce faire, eh bien, on utilise une palette d'outils, d'approches, entre autres l'approche systémique, aussi moi je suis formée aux pratiques narratives, ou bien en tant que sophrologue des approches de bien-être pour permettre à la personne d'avancer comme elle le souhaite. Donc, tu es sophrologue également, hein, c'est bien ça? Oui, je suis sophrologue également. Nadège, tu es une copieuse. Et en dehors de ça, moi j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu l'approche narrative. Alors, les pratiques narratives, c'est une pratique auquel je me suis formée récemment. Pour faire simple, c'est comment on peut utiliser les récits que nous faisons tous concernant notre vie, parfois les récits que nous faisons concernant nos problèmes, pour je dirais, les créer ou les recréer vers quelque chose de plus positif. Pour faire simple, on se raconte tous des histoires et vous, ici, vous racontez ou vous faites raconter plein d'histoires au micro. Et voilà, et on a tous cette capacité de créer de nouvelles histoires, des plus belles ou des qui nous portent vers vers quoi on veut aller. J'adore l'idée en tous les cas. Moi aussi, c'est le côté écrivain qui se réveille. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en 2 mots ce qu'est l'approche systémique pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce terme? Oui, alors l'approche systémique qui est intégrée dans le coaching, c'est toute l'approche issue de Palo Alto. Pour faire simple, je dirais, c'est le mettre en regard un individu, une personne avec son environnement. C'est-à-dire ne pas considérer que la personne en tant que telle, mais vraiment tous les liens que cette personne elle a avec son environnement, par exemple au travail, ou bien son environnement dans la société ou dans la famille. Voilà, donc c'est une approche entre la personne et son environnement, pour faire simple. Donc une belle palette d'outils pour pouvoir aider un grand nombre de personnes, finalement. Oui, effectivement, une belle palette d'outils. Super. Alors, avec Anne-Claire, on te connaît un petit peu plus, on connaît un petit peu la face cachée, et on sait que tu évolues beaucoup avec le monde des femmes. Et justement, on se demandait comment avait évolué ta carrière pour cette cible un petit peu plus particulière que sont les femmes. Oui. Alors, à l'origine, je viens du monde de l'entreprise. Donc, avant de devenir coach professionnel, entre autres, j'avais travaillé pendant 15 ans en entreprise. Et à un moment donné, dans ma vie professionnelle, j'ai été proche du burn-out. J'ai été à quelques pas d'un épuisement et j'ai découvert la sophrologie à ce moment-là. Ça m'a beaucoup aidée et je me suis fait aussi accompagner par un coach. Et c'était vraiment un moment où je m'étais perdue et je me cherchais. Et ces approches-là, elles m'ont beaucoup apporté. Et ensuite, petit à petit, eh bien, j'ai eu envie de les intégrer à ma vie professionnelle et d'en faire bénéficier tous les clients, mais plus spécialement les femmes aussi, c'est vrai. Est-ce que tu t'adresses à des femmes qui sont à un moment particulier de leur carrière ou de leur vie, ou est-ce que tu proposes tes accompagnements un peu à tout le monde? Alors, un des programmes d'accompagnement que j'ai créé s'adresse spécialement aux femmes qui ont des enfants ou qui vont devenir maman et qui ont une vie professionnelle ou des projets professionnels. Parce qu'il m'a semblé que ce moment-là de la maternité et toutes ces questions qui se posent alors généralement sur la mère que je veux être, la professionnelle que je veux être. Voilà, c'est une période qui vient bousculer pas mal de choses. Et donc, le coaching et la sophrologie, à ce moment-là, ça me semble vraiment des outils qui peuvent aider. Mais en général, j'accompagne des femmes parce que j'ai beaucoup de demandes de la part de femmes. La plupart de mes clients privés sont des femmes. Et je les accompagne à différentes étapes de leur vie, pas que dans le cadre de ce programme. Dans cette approche que tu as et ce lien particulier aux femmes, est-ce que tu constates des choses, une évolution particulière depuis quelques années ou même peut-être depuis la crise qu'on vient de traverser, à la fois dans l'entreprise, dans la femme qui est salariée, collaboratrice, etc., mais aussi celle qui a envie d'entreprendre, qui se lance dans son activité? Est-ce que tu vois
des grandes tendances, des choses auxquelles il faudrait peut-être être attentif, ou au contraire des choses qui se simplifient, des choses qui se complexifient? Alors, je peux parler que sur la base de mon expérience et de mes accompagnements. Mais qui est très riche. Merci. Euh, je pense qu'on est vraiment dans une période très paradoxale. Parce qu'il y a plein de discours très ouverts sur plein de sujets. J'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de l'égalité des genres, de l'égalité salariale, de la place des femmes en entrepreneuriat, dans la vie économique. Enfin, et en même temps, en pratique, j'allais dire en réalité, même si ça c'est une autre réalité, beaucoup de femmes finalement se trouvent parfois bloquées ou parfois freinées ou ne savent pas comment dépasser certaines situations. Donc j'ai l'impression qu'il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre et qui s'ouvre encore plus, et c'est très bien, mais qu'il y a un travail profond à faire au niveau à la fois de la société, dans les discours qui sont portés, et au niveau, alors si on parle des systèmes, ça va être dans les entreprises ou dans les familles ou dans d'autres systèmes, pour vraiment que ces idéaux deviennent réalité. Oui, que les idées soient incarnées en réalité, qu'on ne reste pas dans des choses complètement intellectualisées et sans que ça ait concrètement une remise en cause ou un changement, et que ça amène quelque chose de nouveau finalement. Oui, c'est ça. Pour prendre un exemple peut-être plus concret d'un accompagnement récent, c'est une femme qui travaillait dans une entreprise où voilà, on avait fait une journée spéciale dédiée à l'égalité des genres. On communiquait sur le bien-être au travail, sur l'importance de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et par ailleurs, bien, cette personne-là se trouvait dans une situation très difficile avec un manager qui mettait une pression sur le fait qu'elle avait 2 enfants en bas âge et que parfois elle partait plus tôt. Et voilà, et elle ressentait cette pression-là, et donc c'est vécu de manière assez paradoxale parfois entre les discours et la réalité, et comment on se positionne par rapport à ça du coup. Pour faire suite un petit peu à ce que tu dis, pour toi, Nadège, quel poids pèse pour toi sur les épaules des femmes actuelles entre donc cette période, cette époque un peu paradoxale, comme on vient de le dire, où à la fois le discours est très ouvert sur plein de sujets, et en même temps il y a plein d'injonctions qui viennent de l'environnement et des femmes elles-mêmes en fait. Oui, et des femmes elles-mêmes. Alors, ce qui pèse, moi j'aime bien cette idée de faciliter ce que j'appelle le juste assez, c'est-à-dire d'aider les femmes à se rendre compte que c'est juste assez bien de faire ce qu'elles font dans leur vie professionnelle et de le faire bien. C'est juste assez bien de consacrer voilà, ce temps et cette énergie qu'elles consacrent toutes, j'ai envie de dire, par exemple à leur famille. Vraiment cette notion de juste assez, parce qu'il y a encore beaucoup de modèles idéaux sur voilà, la femme qui doit être La Wonder Woman. Voilà, la Wonder Woman, exactement. Qui a 15 casquettes, mais... Qui a 15 casquettes. Et qui s'épuise. Oui, oui. Et ce que tu disais, c'est très vrai. C'est aussi vraiment des injonctions que nous nous mettons nous-mêmes. Hein, et je suis la première pour en témoigner ou pour en prendre conscience lorsqu'elles sont là. Je pense que toutes les trois, on peut se mettre dans le même bateau. J'ai quand même envie de donner un coup de pied dans la fourmilière. Je sais que tu ne vas pas aimer, Nadège. On en a parlé hors antenne avant. On se disait tout de même, on s'interrogeait sur cette notion d'égalité. Alors, on n'est peut-être pas les mieux placés pour soulever le sujet. Malgré tout, objectivement, nous pouvons avoir des enfants, ce qui n'est pas le cas des hommes. Et ça change vraiment la donne, à la fois dans la vie, à la fois dans l'organisation du travail. Et il reste encore cette espèce de poids, alors que ça devrait être quelque chose de merveilleux et qui nous permet d'aller vers l'avant. Tu viens d'évoquer, Camille, avoir des enfants, tout à coup, c'est comme si, et c'est ce que tu disais en évoquant cette femme qui avait des barrières parce qu'elle avait des enfants en bas âge, en quoi c'est quelque chose de si dramatique de partir un peu plus tôt. Finalement, le monde continue de tourner. Et moi, j'ai quand même, je me dis, on mélange un peu les choses en se disant, ok, il faut une égalité homme-femme. Pour moi, il faut une égalité de traitement,
mais une complémentarité. On ne peut pas dire qu'on fera les mêmes choses que les hommes et inversement, c'est juste un doux leurre. Et ce que vous venez d'évoquer à l'instant, moi j'ai l'impression qu'on met en avant souvent dans les magazines, dans le discours public, des femmes qui ont X enfants, qui ont tout réussi, qui sont magnifiques, qui n'ont pas de cernes, qui sont remises à travailler à peine 15 jours après avoir accouché, comme si c'était une norme et que c'était une évidence et que c'était naturel et normal. Qui a un ventre plat sorti de maternité. Qui sont fines et fluettes à peine ont-elles accouché. Tout ça, on parlait d'injonction, c'est plus que d'injonction pour moi. C'est vraiment une pression qui est mise. C'est pas une réalité pour bon nombre d'elles, en fait. Non. Et du coup, Nadège, on se dit, ok, on a plein de choses qui s'ouvrent, mais on a encore plein de barrières. Tu parlais de solutions qui sont en train de se mettre en place, mais ça reste quand même un peu compliqué. C'est vrai que ce sujet de l'égalité... Enfin, c'est intéressant de voir que ça revient comme ça et je pense que oui, il y a toute une réflexion à avoir sur qu'est-ce que c'est égalité. En fait, qu'est-ce qui est juste et est-ce que juste c'est forcément égal. En tout cas, dans mes accompagnements et moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment d'aider les femmes à se connecter à cette immense capacité qu'elles ont de créer ce qu'elles veulent et ce qui leur convient. Et en sortant justement de toute injonction. Et créer ce qu'elles veulent, ça peut être réussir à quitter un emploi pour se dédier à l'éducation de leur enfant si c'est ça qu'elles ont vraiment envie de faire. Comme ça peut être créer leur entreprise et travailler beaucoup parce que ça fait sens pour elles. Pour moi, c'est vraiment les aider à se connecter à qui elles sont, qui elles veulent être, et la force et la puissance qu'elles ont de créer ce qui leur convient. Nadège, je retrouve bien là la sophrologue qui parle en toi et qui fait écho en moi de cette notion de juste bien, juste milieu, de choses qui est finalement ni trop peu et qui nous fait avancer. Et c'est ça aussi ce que je voulais évoquer en parlant de ces gens qu'on met en avant et qui ont tout réussi, c'est qu'on a l'impression que c'est l'idéal à atteindre. Alors qu'en réalité, l'idéal de chacun n'est absolument pas le même en fonction de notre vécu, de notre histoire, du lieu dans lequel on évolue, de la société dans laquelle on est. Et j'aime bien cette notion de justesse. Oui, et alors j'utilise, mais c'est presque de la provocation, j'utilise toujours le mot performance lorsque j'interviens en entreprise ou même lorsque je communique sur certains de mes services. Parce que je pense que c'est un mot qui est tellement utilisé à mauvais escient, mais finalement, pour moi, s'il y a une performance, c'est juste la capacité à mener à bien la mission qu'on se donne, ce qu'on trouve le plus important, et ça, pour moi, c'est de la performance. Et je pense que si on met ça à sa juste place, eh bien, on libère beaucoup de choses. Mais ça, c'est sans doute un travail de fond à faire dans nos sociétés. Bravo, moi, je valide. Cette performance, c'est effectivement un mythe pour moi qui suis aussi cycliste et qui me rend compte à quel point il faut toujours aller plus vite, plus loin, plus fort, plus haut, plus longtemps. Et on oublie de se rendre compte qu'on est aidé par un vélo qui est de plus en plus léger, lui-même, qui a été rendu plus performant par des gens qui ont été eux-mêmes rendus plus performants. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de proposer comme lecture de la performance, qui est simplement de vivre ce qui est bon pour soi. C'est quand même, ça paraît tellement simple et évident que maintenant, c'en est quelque chose que je trouve joyeux à dire et à explorer parce qu'on est complètement déconnecté de cela. On veut toujours être autre chose, comme si il fallait qu'on suive une ligne ou une montagne, monter toujours plus haut, comme si la montagne n'avait jamais de sommet et qu'on ne pouvait jamais faire une pause, s'arrêter, regarder. Et on oublie de s'écouter, d'écouter l'enfant intérieur qui sommeille en nous finalement. Oui, et là on parle de soi, ce qui est bon pour soi, mais en fait ce qui est, j'ai envie de dire, magique, c'est que ce qui est bon pour nous est bon pour les autres aussi et pour notre environnement. Et ça, je pense que pour les femmes, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Enfin, je le vois souvent sur des questions, oui, mais parce que une femme va culpabiliser d'être pas suffisamment présente pour sa famille ou va culpabiliser de pas travailler comme elle a l'impression qu'on lui demande, etc. Alors que se dire
qu'est-ce qui fait que je vais bien, que je fais ce qui compte pour moi. En fait, ça a une répercussion directe sur la façon dont elle est perçue ou la façon dont elle se positionne par rapport à son environnement. Donc, c'est pas pour moi une recherche égoïste et purement égocentrée, c'est vraiment au contraire, qu'est-ce que je peux aussi apporter de mieux au monde quand je fais ce travail pour moi. Ça évite aussi beaucoup de frustration, parce que effectivement, quand on essaie de toujours faire le mieux possible sans vraiment s'écouter, ben on peut pas forcément donner le meilleur de soi, et ça impacte la famille, le travail, enfin tous les gens qui nous entourent. Je crois que c'est Boris Cyrulnik qui disait la culpabilité est le poison de l'âme. Mais je pense que oui, c'est vraiment parfois ce poids de la culpabilité, il est tellement lourd, tellement impactant, tellement limitant. Oui, il est bien de le lever, oui. Non, ça c'est vraiment une très belle proposition à faire à nos auditeurs et auditrices et auditeurs, parce que revenir à soi, c'est quelque chose d'important, c'est la conscience de soi. Le fameux principe qu'on évoque toujours dans les avions, si on ne se prend pas en charge soi d'abord, on va avoir beaucoup de mal à aider l'autre. Donc le masque, il faut se le mettre d'abord sur soi pour bien respirer et en faire bénéficier les autres ensuite. C'est la même chose. Souvent, les femmes, quand elles pensent à elles se disent « Non mais attends, j'ai le mari, les enfants, le boss, ma mère, mon frère, le chien. Mais pourquoi est-ce que tout ça doit reposer sur moi ?» Non, en fait, pas forcément. La répartition des choses est intéressante. La question que j'ai envie de nous poser, c'est quand même, là j'ai regardé un petit peu les chiffres récemment sur le site de l'ONU dans le cadre des 17 objectifs de développement durable, il y a l'égalité des sexes et la place des femmes, ce qui est vraiment, les chiffres ne sont pas très récents parce que les plus récents justement que j'ai doivent dater de 2015, mais en gros l'évolution est très lente et peu de femmes ont de la place, notamment dans l'espace politique, dans l'espace économique, alors qu'elles ont un vrai rôle. Et là, je me suis fait la réflexion, je vous la partage et peut-être Nadège, tu pourras réagir, que dans certaines civilisations, organisations qu'on considère comme primaires, primitives ou je ne sais quoi, la place des femmes est quand même bien différente. Elles ont quand même, alors pas dans toutes, on est d'accord, mais elles ont quand même un espace, une reconnaissance qu'on peine à avoir chez nous. C'est très intéressant ce que tu dis. Je ne suis pas une spécialiste sur la question. À vrai dire, ça m'interroge. Je ne sais pas. Je me dis, voilà, est-ce que finalement on met dans cette façon de voir la place qu'on donne, est-ce qu'on y met une certaine vision du pouvoir, de la puissance qui finalement intéresse moins les femmes? Je ne sais pas. Je questionne. Mais justement, dans cette réflexion, moi, ce que je me dis souvent, c'est est-ce que c'est parce qu'on les empêche et elles s'empêchent d'avoir, et tu viens de dire, de se sentir spécialiste ou pas, d'être... oui, on peut très bien avoir des opinions sur les sujets. Quand on entend certains politiques, on a quand même envie de se dire que non plus, ils ne sont pas très spécialistes de ce qu'ils nous racontent, on est d'accord? Et notamment concernant les femmes. Donc, on n'a pas forcément non plus besoin d'avoir des femmes dans ces espaces qui soient des femmes qui aient encore une fois tout bien réussi, fait des grandes études, etc. Des gens qui vivent au quotidien ont aussi des choses à apporter. Et la notion de communauté, je trouve, est vraiment importante en ce moment où on est un petit peu coupés les uns des autres pour recréer un monde plus agréable, plus valeureux, plus chaleureux aussi. Sur ces questions, je pense que c'est vrai qu'il y a une définition de qu'est-ce que la femme veut vraiment. Est-ce qu'elle veut vraiment peut-être ce qu'on lui propose, l'image, enfin le symbole qu'on met derrière une forme de pouvoir, de puissance. Moi, mon expérience d'accompagnement de certaines femmes, c'est qu'elles n'en ont pas envie, ou elles n'ont pas envie peut-être de ce que ça représente ou de devoir... être extrêmement compétitive, de devoir presque écraser les autres pour arriver à un certain niveau peut-être de pouvoir. Donc là, je pense que c'est vraiment une question de sens derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux? Et là, on revient à des valeurs. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des valeurs dans lesquelles les femmes se reconnaissent moins
au niveau du pouvoir. Et il y a aussi, je pense, des modèles, c'est-à-dire des femmes qui sont arrivées à certains niveaux où d'autres femmes ne se reconnaissent pas aujourd'hui. En tout cas, moi, ce qui me porte, encore une fois, et je pense que c'est là aussi où on peut créer d'autres rôles, ce qu'on appelle d'autres modèles, c'est de permettre aux femmes d'arriver à ce qu'elles veulent de la façon dont elles le veulent. Donc, utiliser vraiment leur pouvoir de créativité et d'inventer l'équilibre, la vie qu'elles veulent de la façon dont elles le veulent. Et ça, je pense, ça ouvrira peut-être plus de sphères. Je suis contente que tu parles de tout ça et que tu l'expliques de cette manière parce que je partage exactement cette opinion. J'ai l'impression qu'en fait, on a des cases dans lesquelles il faut absolument rentrer pour atteindre certains... Et en fait, peut-être que moi, je n'ai pas exprimé de cette manière-là, mais c'est exactement ça que je ressens pour atteindre donc certains postes ou certains endroits où on pourrait, dans l'agora, discuter simplement et que finalement, on ne s'y retrouve pas dans cette définition qu'on nous donne, mais on a quand même, nous, femmes, des choses à dire et à faire, à partager, et à des niveaux très, très différents. Et c'est là... moi je me dis que la société est plus très en phase avec nos ressentis et c'est pour ça que je parlais de communauté parce que quand même autour de moi, pour en faire moi-même partie de certaines, je me rends compte que c'est quelque chose qui est en train de se développer et souvent à l'origine ce sont des femmes et je peux reprendre l'exemple d'Ouni, la coopérative sans emballage, c'était 7 femmes qui ont lancé le projet. Voilà, c'est chacune avec des responsabilités, des choses très différentes. Elle venait de milieux différents et d'horizons différents, de pays différents. Voilà, donc c'est là où je te rejoins, Nadège, dans toute cette approche. Et peut-être que c'est ça le message qu'on peut faire passer aux femmes. Chacune à nos niveaux, on peut avoir un rôle à jouer qui ne soit pas un rôle forcément déterminant pour la société, mais voilà, avec ce fameux pouvoir. Alors, je trouve ça vraiment super intéressant et j'aimerais bien te demander, Nadège, pour un petit peu clôturer ce podcast. On a toujours l'habitude avec Anne-Claire de proposer à nos auditeurs une petite chose à mettre en place assez rapidement, quelque chose de très simple. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer pour justement libérer cette capacité créative qu'ont les femmes en elles, pour clairement dépasser ces injonctions dont on parlait pendant le podcast? Est-ce que tu pourrais nous partager un petit truc que tu peux donner à tes coachés, par exemple, quelque chose qu'on pourrait rapidement mettre en place pour nos auditeurs? Oui, alors lorsqu'on a un problème ou lorsqu'on pense à un problème, on a tendance à s'y perdre et puis à devenir ce problème. Donc moi j'aime bien prendre l'image du nuage et du soleil. Le nuage gris, le gros nuage gris, c'est le problème. Et on a tendance à penser au problème, à ruminer autour de son problème, alors que fondamentalement, nous avons tous la capacité à être un soleil qui brille et qui va prendre position par rapport à ce problème qu'est le nuage. Donc un exercice tout simple, ça peut être de dessiner ce nuage. C'est votre problème du moment, vous lui mettez les mots, vous regardez comment il vous impacte, quel effet négatif il a, etc. Vous lui donnez un nom, vous pouvez lui donner un nom à ce nuage. Et puis vous faites un gros soleil, ça c'est vous. Et puis vous notez par exemple toutes les forces, les qualités que vous pouvez utiliser par rapport à ce nuage. Et comment vous voulez vous positionner par rapport à ce nuage. Comment vous voulez agir sur lui. Et j'ai envie de dire, c'est mieux que la météo à Luxembourg. ça marche beaucoup mieux que les périodes nuageuses. Vous soufflez un bon coup sur le nuage et vous prenez une prise de position et puis vous prenez une première action qui vous permettra de passer à un autre niveau, un niveau beaucoup plus créateur. Super, j'adore l'idée en tous les cas. Moi aussi, et messieurs, ça s'applique à vous aussi, tout le monde peut le faire. Bien Hommes, sûr, femmes, enfants, vous êtes invités à tester le nuage de Nadège. Alors, à vos crayons. Eh bien, merci beaucoup Nadège, c'était très riche. On te remercie vivement de nous avoir accordé ce moment d'interview. Merci à vous, merci Camille, merci Anne-Claire. Merci Nadège pour ces échanges. À très bientôt. À bientôt.